Mars 1944. Base aérienne de Rechlin, Allemagne. 3 ingénieurs de la Luftwaffe ouvrent la verrière d'un P-47 Thunderbolt capturé, s'attendant à trouver quelque chose de comparable à leur propre chasseur. Ce qu'ils ont vu les a pétrifiés. 6 tonnes. L'appareil pesait 6 tonnes en pleine charge, le double d'un Messerschmitt Bf 109. Et pourtant il volait, manœuvrait, dominait les cieux européens. Selon toute la doctrine allemande de conception aéronautique, cette machine aurait dû tomber du ciel sous son propre poids. Mais elle ne tombait pas. Et ce paradoxe impossible allait révéler une vérité dévastatrice qui changerait tout ce qu'il comprenait de l'ingénierie de guerre. Oberingénieur Klaus Hartmann, chef de la division d'analyse technique à Rechlin, avait inspecté des dizaines d'appareils alliés capturés, des Spitfires, des Mustangs, des B-17. Chacun apportait des révélations, certes, mais toujours dans les limites de la compréhension conventionnelle. Des moteurs plus puissants ici, un blindage plus épais là, de l'ingénierie compétente exécutée avec des ressources abondantes. Rien qui ne remette en cause les fondamentaux. Mais lorsque l'équipe de Hartmann a retiré les panneaux d'accès du P-47, ce matin froid de printemps, le silence qui a suivi n'était pas celui de la concentration technique, c'était celui de l'incompréhension, du choc silencieux, face à une réalité qui n'aurait pas dû exister. Cet engin ne peut pas voler, murmura Friedrich Weber, ingénieur aéronautique avec 15 ans d'expérience dans les projets Focke-Wulf. Il n'était pas sarcastique, il était véritablement déconcerté. Le poids, la complexité, la taille brutale de chaque composant. Mais il ne volait pas seulement, il dominait, et les chiffres de combat le prouvaient de manière brutale. Les rapports de combat avaient déjà brossé un tableau préoccupant. Des P-47 absorbant des dégâts qui détruiraient n'importe quel chasseur allemand. Des P-47 transportant des charges de bombes équivalentes à celles de bombardiers moyens. Des P-47 plongeant à des vitesses qui arrachèrent les ailes des Messerschmitts et des Focke-Wulfs. Vitesse terminale, plus de 800 km/h. Limite de piqué, pratiquement inexistante. Mais des chiffres sur le papier, c'est une chose. Voir la machine physique, toucher ses systèmes, cartographier son architecture interne, c'était une toute autre dimension de réalité. Mais alors Weber prit la planchette de spécification et la première ligne le figea sur place. 6 tonnes en pleine charge. Il vérifia de nouveau, certain d'avoir mal lu. Il n'y avait pas d'erreur. Le Messerschmitt Bf 109G, cheval de bataille de la Luftwaffe, pesait 3 tonnes. Le Focke-Wulf Fw 590A, leur chasseur le plus robuste, pesait 4 tonnes. Le P-47 pesait le double du 109. Et pourtant il volait, manœuvrait, combattait, gagnait. Comment? La première anomalie qui confronta l'équipe de Hartmann fut l'armement. 8 mitrailleuses Browning calibre 50, 8, chacune alimentée par 400 cartouches. Total, 3200 balles. À titre de comparaison, un Bf 109G6 typique emportait un canon MG151 de 20 mm avec 200 obus et 2 mitrailleuses MG131 de 13 mm avec 600 cartouches chacune. Total, 1400 munitions. Moins de la moitié de la munition du P-47. Mais ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était une question de philosophie. Les Allemands avaient optimisé pour la précision et le pouvoir d'arrêt. Des canons de gros calibre, une cadence de tir plus faible, une charge de munitions réduite. La théorie était élégante. Chaque coup doit compter. L'efficacité par la précision. Les Américains avaient choisi un chemin radicalement différent, un volume de feu absolument écrasant. 8 flux convergents de projectiles, 50, chacun avec une vitesse initiale de 890 mètres par seconde. Lorsqu'un P-47 ouvrait le feu, il ne visait pas un point. Il créait une zone de destruction, un cône de métal traversant l'espace à 10 000 projectiles par minute combinés. Weber fit les calculs rapidement. En une rafale de 2 secondes, cet avion déverse plus de 300 projectiles. Notre 109 en tirerait environ 30. Pause. Silence tandis que l'implication s'installait. Ils n'essaient pas d'atteindre l'ennemi. Ils essaient de remplir le volume d'espace où l'ennemi existe. C'était une distinction cruciale. Et elle révélait quelque chose de fondamental sur la mentalité de conception américaine. La redondance non pas comme un échec d'optimisation, mais comme une stratégie délibérée. Le blindage confirma cette philosophie. Le cockpit du P-47 était protégé par des plaques d'acier trempées, totalisant 280 kg. 280 kg dédiés exclusivement à maintenir le pilote en vie. Du verre blindé de 5 cm d'épaisseur derrière la tête du pilote.
des plaques de blindage sous le siège, des plaques protégeant les systèmes hydrauliques critiques. Par contraste, un Bf-109G typique emportait environ 80 kg de blindage, un tiers de la protection américaine. Les ingénieurs allemands avaient fait des choix. Chaque kilo de poids mort signifiait des performances compromises. Vitesse réduite, maniabilité diminuée, plafond d'opérationnel plus bas. Les Américains ne semblaient apparemment pas se soucier de ces compromis. Ou plus précisément, ils avaient décidé que la survie du pilote valait n'importe quel coût en performance. « Observez ceci », dit Hartmann pointant vers les réservoirs de carburant. Ils étaient auto-obturants, revêtus de caoutchouc synthétique multicouche qui, une fois perforés par des projectiles, se dilataient chimiquement pour colmater le trou. Plus de poids, plus de complexité, plus de coûts, mais aussi des pilotes rentrant chez eux au lieu de brûler dans des chutes en territoire hostile. Chaque système que l'équipe examinait révélait la même priorité. Robustesse avant élégance, redondance avant efficacité, survie avant optimisation. Et puis ils arrivèrent au moteur. Le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp était un monstre. 18 cylindres disposés en 2 rangées radiales de 9 cylindres chacune. Cylindrée, 46 litres, 46. Pour mettre en contexte, le BMW 801 qui équipait le FW190 déplaçait 42 litres et était déjà considéré comme énorme selon les standards européens. Mais ce n'était pas la taille qui choqua Hartmann, c'était la puissance. Le R2800 délivrait 2000 chevaux au niveau de la mer. Avec le système d'injection au méthanol activé, au méthanol, il pouvait dépasser 2300 chevaux pendant de courtes périodes. 2300 chevaux, répéta Weber incrédule. Notre BMW 601D produit 1700 chevaux. Le Daimler-Benz DB605 du 109 délivre 1475 chevaux. Il marqua une pause. Ils ont 50 à 60% de puissance disponible en plus. Mais la prise de conscience la plus dévastatrice ne vint pas de la puissance brute, elle vint de la durabilité. Hartmann découvrit des registres de maintenance capturés avec l'appareil. Le moteur R2800 avait une durée de vie prévue de 1000 heures entre les révisions majeures. 1000 heures. Les moteurs allemands les plus avancés dépassaient rarement 300 heures avant d'exiger une reconstruction complète. Ce n'était pas simplement de l'ingénierie supérieure, c'était de l'ingénierie d'un ordre de grandeur différent. Comment y parviennent-ils? Demanda Weber, examinant les cylindres forgés, les soupapes en nickel-chrome, les roulements de précision. Métallurgie, procédé de fabrication, tolérance? Hartmann secoua lentement la tête. Tout cela, mais surtout les ressources. Ils peuvent utiliser les meilleurs alliages disponibles. Ils peuvent tester jusqu'à la destruction et reconcevoir. Ils peuvent produire des composants avec des tolérances qui nécessiteraient toute notre production annuelle d'outillage de précision pour une seule de leurs usines. C'était une vérité amère. L'Allemagne menait une guerre de ressources limitées. Chaque gramme de métal rare, chaque heure de temps machine, chaque spécialiste technique était précieux. L'optimisation n'était pas un choix philosophique. C'était une nécessité de survie. Les Américains n'avaient pas ces contraintes. Ou s'ils en avaient, elles étaient d'une échelle si différente qu'elles pouvaient sembler illimitées aux observateurs européens. Le système hydraulique du P-47 confirma cette disparité. Pression de fonctionnement, 2000 PSI, 140 bars. Les systèmes allemands fonctionnaient entre 1000 et 1200 PSI, 70 à 85 bars. Le système américain était redondant. 2 pompes hydrauliques indépendantes, des lignes de secours, des vannes d'isolation automatique. Si un système tombait en panne, l'autre prenait le relais instantanément. Ils ont conçu chaque système en partant du principe qu'il tombera en panne au combat, observa Hartmann. Et ensuite, ils ont conçu des sauvegardes pour les sauvegardes. C'était l'antithèse de l'ingénierie allemande. Là où les Allemands cherchèrent la perfection par le raffinement, éliminer les points de défaillance par une conception supérieure, les Américains cherchaient la fiabilité par la redondance. Supposer que tout peut tomber en panne et s'assurer que les pannes ne soient pas fatales. Ce n'était pas élégant, c'était efficace. Mais peut-être que la révélation la plus troublante ne résidait dans aucun système individuel. Elle résidait dans l'intégration. Chaque composant du P-47 était surdimensionné, certes, mais tous fonctionnaient ensemble dans un équilibre brutal. Le moteur monstrueux exigeait une hélice géante, 4 mètres de diamètre. L'hélice géante exigeait un train d'atterrissage long. Le train d'atterrissage long exigeait un fuselage robuste. Le fuselage robuste permettait un blindage lourd.
Le blindage lourd exigeait encore plus de puissance du moteur. C'était un cycle de conception qui amplifiait chaque décision. Pas d'optimisation incrémentale, mais une amplification systémique. Et ça marchait. Par Dieu, ça marchait terriblement bien. Les données de combat le confirmaient. Taux de destruction contre les BF-109, 3 contre 1 en faveur du P-47. Contre les FB-190, 2 contre 1. Taux de survie après dommage au combat. 73% pour les P-47 contre 41% pour les chasseurs allemands dans des situations comparables. 73%. Presque 3 P-47 endommagés sur 4 rentraient à la maison. Moins de la moitié des chasseurs allemands endommagés y parvenaient. Hartmann ferma son carnet de notes. 3 jours d'analyse intensive avaient produit un rapport technique de 140 pages. Mais la conclusion pouvait se résumer en une phrase dévastatrice. Les Américains avaient développé une philosophie de conception aéronautique fondamentalement supérieure pour la guerre d'usure industrielle. Pas plus intelligente, pas plus raffinée, mais adaptée au type de guerre qui était réellement menée. Une guerre où les pilotes de remplacement avaient 50 heures de vol, où la maintenance au sol se faisait sous les bombardements, où la survie importait plus que la performance maximale. « Pouvons-nous répliquer cela ?» demanda Weber. La question flotta dans l'air froid de Rechlin. Tous deux connaissèrent la réponse, mais la prononcer à voix haute rendait tout cela réel. « Non, » répondit Hartmann, « pas avec notre base industrielle actuelle. Pas avec nos contraintes de ressources. Pas à temps pour faire une différence. » Mais il y avait quelque chose de plus dans les yeux de Hartmann, une perception plus profonde que les chiffres techniques ne pouvaient capturer complètement. Même si nous le pouvions, continua-t-il lentement, je ne suis pas sûr que nous devrions, parce que cela signifierait admettre que toute notre approche était erronée depuis le début, que l'élégance et l'efficacité ne gagnent pas les guerres industrielles modernes, que la redondance brutale et la puissance écrasante, si. C'était une pilule amère à avaler pour des hommes formés à voir l'ingénierie comme l'art de faire plus avec moins. Mais le véritable choc restait à venir, parce que lorsqu'ils examinèrent les systèmes de vol, les instruments, les commandes, lorsqu'ils plongèrent dans l'interface entre pilote et machine, ils découvrirent quelque chose d'encore plus troublant sur la philosophie américaine de conception de guerre. Examinons ce qu'ils ont trouvé, système par système. Le premier choc vint des commandes de vol. Les ingénieurs allemands étaient habitués au système traditionnel de câbles et de tiges, mécaniquement simple, fiable, éprouvé au combat. En ouvrant les panneaux d'accès du P-47, ils trouvèrent quelque chose de complètement différent. Des systèmes hydrauliques, des commandes assistées par pression, des surfaces de contrôle qui répondaient avec une précision défiant la physique. Et voici ce que cela signifiait dans un combat réel. Un BF-109 ou FW-190, en piqué à haute vitesse, faisait face à un problème critique. Au-delà de 640 km/h, les forces aérodynamiques sur les surfaces de contrôle devenaient si intenses que le pilote luttait physiquement avec les commandes. Les câbles s'étiraient. Les tiges fléchissaient. La réponse devenait lente, imprécise. Dans des situations de vie ou de mort, cette fraction de seconde de retard tuait. Le P-47 piquait à plus de 885 km/h, sans effort. Les commandes hydrauliques signifiait que la force physique du pilote ne limitait plus la manœuvrabilité. La pression d'huile faisait le travail difficile. Le pilote guidait simplement, sans retard, sans résistance, sans lutte physique, pendant que les mitrailleuses calibrent. 50 traquaient des cibles allemandes à travers le ciel. Les archives de combat le confirmaient de manière brutale. Les pilotes de P-47 rapportaient régulièrement avoir échappé aux intercepteurs allemands par des piquets verticaux qu'aucun chasseur allemand n'osait suivre. Non pas parce que les Allemands n'étaient pas courageux, mais parce que leurs avions ne pouvaient tout simplement pas l'encaisser. Les ingénieurs allemands notèrent « commandes réactives » jusqu'à des vitesses qui excèdent notre capacité de reproduction avec les systèmes à câbles actuels. Mais il y avait plus, le moteur. Le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 18 cylindres disposés en 2 rangées radiales, 2000 chevaux de puissance, avec un potentiel bien supérieur avec injection d'eau. Pour contexte, les meilleurs moteurs en ligne allemands, le Daimler-Benz DB605 sur le BF109G, le BMW 801 radial sur le FW190, produisaient entre 1200 et 1475 chevaux. De bons moteurs, des moteurs de précision, mais simplement pas dans la même catégorie. Et ce n'était pas seulement une question de puissance brute.
C'était une question de là où cette puissance fonctionnait le mieux, l'altitude. L'environnement où le combat d'escorte de bombardiers se déroulait réellement. Entre 7600 et 9100 mètres, où les bombardiers B-17 et B-24 volèrent leur mission. Où l'air raréfié rendait les moteurs conventionnels haletants et faibles. Le P-47 avait un turbocompresseur, pas le type de compresseur mécanique que les Allemands utilisaient. Ceux-là fonctionnaient, mais ils étaient entraînés directement par le moteur via des engrenages ou des courroies. Chaque cheval de puissance utilisé pour entraîner le compresseur était un cheval de puissance volé à l'hélice, efficace à basse altitude, de plus en plus inefficace au fur et à mesure qu'on montait. Le système turbocompresseur américain était différent, fondamentalement différent. Il fonctionnait avec les gaz d'échappement. L'énergie gaspillée qui sortait normalement par les tuyaux d'échappement faisait maintenant tourner une turbine. Cette turbine comprimait l'air d'admission. Le moteur respirait de l'air dense, même à 12 000 mètres, sans voler de puissance au vilebrequin, sans perte parasite. Les ingénieurs allemands comprenaient la théorie. Ils avaient expérimenté avec des turbocompresseurs sur des prototypes. Mais la fabrication en série, les métaux spéciaux nécessaires pour supporter les températures extrêmes d'échappement, les tolérances de précision nécessaires pour éviter les défaillances catastrophiques, les ressources et la capacité industrielle pour produire cela à grande échelle, tout en produisant également des chars, des sous-marins et de l'artillerie. Impossible, et les Américains le faisaient sur chaque P-47 qui sortait de la chaîne de production. 15 183 d'entre eux, au final. Un ingénieur allemand écrivit dans son rapport « L'intégration du turbocompresseur représente une fabrication avancée que nos fournisseurs actuels ne peuvent pas reproduire sous les contraintes de guerre. » Traduction. Nous comprenons comment ça fonctionne. Nous ne pouvons simplement pas le faire. Mais ce qui laissa vraiment les ingénieurs allemands sans voix fut l'armement. 8 mitrailleuses Browning calibre, 50, 4 dans chaque aile, 3400 cartouches de munitions, le tout synchronisé pour converger en un point mortel à 275 mètres. Comparez cela aux standards allemands d'armement de chasse. Le Bf-109G transportait normalement un canon de 20 mm à travers le moyeu de l'hélice et 2 mitrailleuses de 7,92 mm au-dessus du moteur. Certaines variantes ajoutaient des canons de 20 mm sous les ailes. Une puissance de feu dévastatrice quand elles touchaient, mais les munitions étaient limitées. Peut-être 60-90 obus pour les canons de 20 mm, peut-être 500 cartouches pour chaque mitrailleuse. Le FW-190 était mieux armé, avec 4 mitrailleuses de 7,92 mm 13 mm plus 2 ou 4 canons de 20 mm selon la variante. Mais encore, munitions limitées, poids significatif, traînée aérodynamique. Le P-47 transportait 3400 cartouches, 10 à 15 secondes de tir continu avant d'être à sec. Dans la pratique de combat réel, cela signifiait 20 à 30 rafales courtes. Opportunité après opportunité de toucher des cibles. Les pilotes pouvaient se permettre d'être généreux avec les munitions parce qu'ils en avaient tellement. Et la balistique des 50 Browning était parfaite pour le combat aérien. Vitesse initiale élevée, trajectoire plate, puissance de pénétration suffisante pour percer le blindage du cockpit à 365 mètres. Cadence de tir assez rapide pour créer un mur de plomb. Les rapports de combat montraient des pilotes de P-47 abattant des FW-190 avec des rafales de 2 secondes. Le volume de feu compensait les petites imprécisions de visée. 8 flux convergents de balles calibre 50 créaient une zone mortelle où tout ce qui était capturé à l'intérieur était détruit. Mais il y avait quelque chose de plus dans les rapports allemands, quelque chose au-delà des spécifications d'armement. La survie. Le P-47 avait gagné le surnom Jug, abréviation de Juggernaut. Ce n'était pas simplement du marketing, c'était la reconnaissance d'une philosophie de conception que les Allemands n'adoptaient tout simplement pas. Blindage du pilote. Pas juste une plaque arrière, une protection complète de sièges blindés enveloppant le pilote. Réservoir de carburant auto-obturant. Système redondant. Le fuselage entier conçu pour absorber les dégâts et continuer à voler. Les chasseurs allemands suivaient une philosophie différente. Léger, agile, rapide. Chaque kilogramme de blindage était un kilogramme de performance perdue. Très bien pour la défense de la patrie, où les aérodromes amis étaient à quelques minutes de distance. Mais le P-47 fut conçu pour escorter des bombardiers profondément en territoire ennemi. La survie n'était pas un luxe, c'était une exigence. Les récits de combat racontaient des histoires impressionnantes.
Des P-47 retournant à la base avec des moteurs fuyant de l'huile, des surfaces de contrôle déchirées par des éclats d'obus, des sections entières d'ailes manquantes. Et les pilotes vivants, indemnes, prêts à voler à nouveau le lendemain. Un ingénieur allemand nota des cas documentés de P-47 survivant à des impacts directs de canons de 20 mm qui auraient abattu un Bf-109 instantanément. La tolérance aux dommages n'était pas un accident. C'était de l'ingénierie intentionnelle. Mais peut-être que la conclusion la plus dévastatrice ne portait pas sur un système individuel. Elle portait sur la fabrication. Les Allemands comprenaient l'ingénierie de précision. Ils devaient comprendre. Avec des ressources limitées et une capacité industrielle constamment bombardée, chaque composant devait être parfait. Contrôle de qualité rigoureux, tolérance serrée, artisanat de haut niveau. Le P-47 représentait une philosophie complètement différente. Suffisamment bon à échelle massive. 15 183 P-47 produits pendant la guerre, comparé à environ 34 000 Bf-109 de toutes variantes. Mais le 109 était en production depuis 1937. Le P-47 entra en combat en 1943. En seulement 2 ans de déploiement intensif au combat, la production américaine rivalisait avec les chiffres allemands malgré un démarrage beaucoup plus tardif. Et ce n'était pas seulement une question de quantité, c'était la complexité de ce qu'ils produisaient en masse. Des systèmes hydrauliques que les chasseurs allemands n'avaient pas, des turbocompresseurs que les fournisseurs allemands ne pouvaient pas répliquer, 8 mitrailleuses parfaitement synchronisées. Tout cela produit en masse avec une cohérence garantissant la fiabilité. Les ingénieurs allemands comprirent la vérité brutale. Chaque système pris isolément était impressionnant. Les commandes hydrauliques à elles seules représentaient un avantage significatif. Le turbocompresseur à lui seul changeait les performances en altitude. L'armement à lui seul fournissait une puissance de feu supérieure. Mais ensemble, ils étaient insurmontables. Et la partie qui tenait les ingénieurs éveillés la nuit n'était pas qu'ils ne comprenaient pas comment cela fonctionnait. Ils comprenaient parfaitement. Ils avaient disséqué chaque système, documenté chaque innovation, compris les principes d'ingénierie. Le problème était que comprendre n'était pas la même chose que répliquer. Même s'ils avaient eu les ressources, les métaux spéciaux, les outils de précision, la capacité de fabrication, le temps nécessaire pour reconcevoir les chasseurs allemands avec ces capacités, tester les nouveaux designs, les certifier pour la production, rééquiper les usines, former les pilotes au nouveau système. La guerre serait terminée avant que le premier avion de production ne sorte de la chaîne. Et cela en supposant que la RAF et l'USAF cessent de bombarder leurs usines, ce qu'ils ne feraient pas. Surtout maintenant avec les escortes de P-47 permettant aux bombardiers de pénétrer plus profondément en territoire allemand que jamais. Un rapport d'ingénierie pour le haut commandement de la Luftwaffe résuma en une seule phrase dévastatrice. Le P-47 représente non pas un pas évolutif, mais une approche différente de la supériorité aérienne que nous ne pouvons pas répliquer sous les contraintes industrielles actuelles. C'était une confession, une admission, une reconnaissance que l'ingénierie américaine n'avait pas seulement rattrapé son retard, elle avait dépassé. De manière qui ne pouvait être ni copiée, ni neutralisée par la fabrication allemande. Les ingénieurs compilèrent leurs découvertes. Des graphiques comparatifs montrant les écarts de performance. Des analyses techniques détaillant pourquoi chaque système était supérieur. Des évaluations réalistes de combien de temps et de ressources seraient nécessaires pour combler l'écart. Et tandis qu'ils organisaient les rapports, un changement émotionnel se produisit. La curiosité analytique initiale, la fascination professionnelle d'étudier une ingénierie supérieure, céda la place à quelque chose de plus sombre. La crainte stratégique. Parce que comprendre que vous ne pouvez pas égaler l'ennemi n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début de quelque chose de complètement différent. C'est le moment où vous arrêtez d'essayer de gagner à leur jeu et commencez à chercher un jeu complètement différent. La question n'était plus « Comment fabriquons-nous un chasseur meilleur que le P-47 ?» La question devint « Comment luttons-nous contre quelque chose que nous ne pouvons pas égaler ?» Et cette question, ce changement fondamental dans la stratégie tactique allemande, remodèlerait les années finales de la guerre aérienne au-dessus de l'Europe, de manière que personne ne pouvait prévoir complètement. Le rapport des ingénieurs arriva sur le bureau d'Hermann Göring avec une conclusion simple et dévastatrice. La supériorité du P-47 ne peut être neutralisée par notre capacité de production actuelle.
Des ajustements tactiques sont nécessaires. Ce qui se passa ensuite changerait la doctrine de la Luftwaffe pour le reste de la guerre. Lorsque ce rapport parvint finalement entre les mains d'Hermann Göring, commandant suprême de la Luftwaffe, la réaction fut un silence assourdissant. Pas de crise, pas de déni immédiat, juste le poids écrasant de la vérité technique qu'aucune idéologie ne pouvait effacer. Les ingénieurs qui assistèrent à ce moment décrivirent une transformation palpable. Des hommes qui avaient conçu les Focke-Wulf 190 et les Messerschmitt 109, des avions magnifiques en leur propre mérite, faisaient maintenant face à la réalité que leur création opérait dans des limites que les Américains avaient simplement dépassées. Ce n'était pas une question d'intelligence. L'ingénierie allemande demeurait techniquement brillante. C'était une question de philosophie fondamentale. Tandis que les Allemands optimisaient chaque composant jusqu'à la perfection théorique, les Américains avaient construit un système où la perfection individuelle était sacrifiée au profit de l'efficacité collective. Et cette prise de conscience se répandit comme un feu à travers les centres de commandement de la Luftwaffe. Les pilotes vétérans qui avaient affronté des P-47 au combat comprenaient enfin pourquoi leurs attaques échouaient si souvent. Ce n'était pas un manque de courage ou de compétence, c'était une mathématique brutale. On ne peut pas abattre de manière constante ce qui a été conçu pour absorber des punitions qui détruiraient n'importe quel autre chasseur. Les commandants d'escadron commencèrent à signaler un phénomène troublant. Chaque semaine, davantage de P-47 apparaissaient dans les cieux européens, pas en petit nombre, en formation massive, qui faisait de la supériorité numérique allemande un souvenir lointain. La production américaine n'était pas seulement efficace, elle était écrasante. Et puis vint le moment qui définirait le reste de la guerre aérienne. Lors d'une réunion de haut niveau au milieu de 1943, les généraux de la Luftwaffe affrontèrent la vérité que leurs ingénieurs connaissaient déjà. La supériorité aérienne leur échappait, et il n'y avait aucun moyen viable de la récupérer. Un pilote vétéran décoré de la Croix de Fer l'exprima en termes brutalement simples. « Nous pouvons abattre 10 P-47, et demain, il y en aura 20 à leur place. Ils peuvent perdre la moitié de leur force aérienne et la reconstruire en quelques semaines. Nous perdons 10 pilotes expérimentés, et il nous faut des mois pour les remplacer, si tant est que nous y parvenions. » L'implication était limpide. L'Allemagne menait une guerre d'usure industrielle contre une nation dont la capacité de production rendait l'usure une stratégie suicidaire. Les ingénieurs qui avaient passé des années à poursuivre la perfection technique prenaient maintenant conscience d'une réalité dévastatrice. Ils avaient optimisé pour le mauvais problème. Tandis qu'ils créaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie aéronautique, les Américains avaient résolu le problème de la guerre. Et la guerre n'est pas gagnée par la machine la plus élégante, mais par la machine qui peut être partout, protégeant tous les bombardiers, tous les jours. La réponse de la Luftwaffe fut une série d'ajustements tactiques nés du désespoir et du réalisme. Premier changement, abandon de la doctrine offensive. Les escadrons de chasse qui patrouillaient auparavant agressivement les cieux à la recherche de cibles adoptaient maintenant des postures défensives, choisissant soigneusement quand et où engager le combat. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était la préservation de ressources irremplaçables. Deuxième changement, développement accéléré d'armements spécialisés. S'il ne pouvait égaler la robustesse du P-47, peut-être pourrait-il développer des canons et des roquettes qui surpasseraient ce blindage. Des prototypes furent accélérés, les tests furent compressés, mais chaque solution technique se heurtait à la même barrière, la production à grande échelle. Troisième changement, reconfiguration des priorités industrielles. Les ressources furent détournées des projets de développement à long terme vers la production immédiate de chasseurs défensifs. C'était une admission tacite que la guerre aérienne était devenue une bataille pour la survie, non pour la victoire. Et pendant tout ce temps, les P-47 continuaient d'arriver. Des centaines devinrent des milliers. Des milliers devinrent une présence constante et inévitable dans les cieux européens. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. En 1943, avant la prolifération massive de P-47 comme escorte de bombardiers, les taux de perte de bombardiers alliés lors de missions en profondeur au-dessus de l'Allemagne dépassaient fréquemment 10%, et lors de certaines missions catastrophiques, excédaient 20%. En 1944, avec les P-47 assurant une escorte à long rayon d'action, ces taux chutèrent drastiquement. Des missions qui étaient auparavant quasi suicidaires devinrent opérationnellement viables.
Les bombardiers atteignaient des cibles en profondeur dans l'Allemagne industrielle, avec des pertes qui, bien que toujours significatives, étaient soutenables. La supériorité aérienne alliée ne fut pas conquise en une seule bataille épique. Ce fut une érosion graduelle et implacable, mesurée en sorties accumulées, en heures de vol protégées, en bombardiers qui revenaient pour voler à nouveau. Les historiens militaires identifient un point de bascule clair. Entre la fin de 1943 et le milieu de 1944, la Luftwaffe passa d'une force offensive, capable de contester l'espace aérien, à une force défensive luttant pour protéger son propre territoire. Et le P-47 fut l'un des principaux instruments de cette transformation. L'industrie allemande, déjà surchargée par de multiples fronts de guerre, ne parvenait tout simplement pas à combler l'écart. Chaque usine d'avions qui aurait pu produire des chasseurs était sous la menace constante de bombardements. Chaque ligne de production qui atteignait une efficacité maximale faisait face à des pénuries de matières premières critiques. La supériorité industrielle américaine n'était pas seulement quantitative, elle était systémique. Et les ingénieurs allemands, ceux qui avaient commencé cette histoire en examinant un P-47 capturé avec un mélange d'admiration et d'horreur, faisaient maintenant face à l'héritage de leur choix de conception. Ils avaient créé des merveilles d'ingénierie. Le Focke-Wulf 190 reste encore aujourd'hui reconnu comme l'un des chasseurs les plus élégamment conçus de la Seconde Guerre mondiale. Le Messerschmitt 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle, fut un bond technologique à couper le souffle. Mais les merveilles individuelles ne gagnent pas les guerres industrielles. Et c'est la leçon la plus profonde et durable de cette histoire. La philosophie américaine de l'ingénierie, pragmatique, axée sur l'échelle, prête à accepter assez bon dans les composants individuels pour atteindre l'excellence systémique, allait s'avérer non seulement efficace pendant la guerre, mais influente pendant des décennies après. Lorsque la guerre froide a commencé et que de nouvelles générations d'avions militaires ont été conçus, les ingénieurs des deux côtés de l'Atlantique portèrent les leçons du P-47. L'Union soviétique, observant à la fois les succès américains et les échecs allemands, a adopté des philosophies de production de masse qui faisaient écho au principe du Thunderbolt. Robustesse, simplicité de maintenance, évolutivité. L'Amérique elle-même a continué à affiner cette approche. Le F-14 Phantom, l'un des chasseurs les plus prolifiques de la guerre froide, portait l'ADN conceptuel direct du P-47. Puissance brute, capacité de charge impressionnante, capacité de survie extraordinaire et surtout, productibilité en nombre garantissant une présence opérationnelle massive. La leçon n'était pas que la perfection technique soit indésirable. C'était que la perfection technique sans contexte stratégique est un luxe que les guerres industrielles ne pardonnent pas. Les ingénieurs allemands avaient poursuivi l'excellence dans les composants individuels et avaient atteint cette excellence à maintes reprises. Mais l'excellence individuelle dans un système qui ne peut être répliqué à grande échelle est une victoire tactique qui garantit la défaite stratégique. Les Américains ont compris quelque chose de fondamental. Dans la guerre industrielle, la quantité a une qualité qui lui est propre. Et lorsque vous pouvez combiner la quantité avec une qualité suffisamment bonne, vous créez un avantage composé que des adversaires techniquement supérieurs ne peuvent tout simplement pas surmonter. C'est la vérité à laquelle ces ingénieurs allemands ont été confrontés dans cette salle, en examinant ce cockpit de P-47. Non pas que leur propre conception soit inadéquate, non pas qu'ils manquaient de talent ou de dévouement, mais qu'ils avaient optimisé pour un jeu différent de celui que les Américains jouaient. Et selon les règles du jeu américain, production massive, logistique mondiale, ingénierie pragmatique, l'Allemagne ne pourrait jamais rivaliser. Donc, lorsque vous entendez l'histoire des ingénieurs allemands examinant un P-47 capturé et réalisant qu'ils ne pourraient jamais égaler l'Amérique, vous comprenez maintenant la profondeur complète de cette prise de conscience. Il ne s'agissait pas d'un composant spécifique. Il ne s'agissait pas de turbocompresseur ou de blindage ou de puissance moteur. Il s'agissait de toute une philosophie sur la façon dont l'ingénierie, l'industrie et la stratégie s'entrelacent. C'était la compréhension qu'ils avaient construit des chefs-d'œuvre pour un musée, tandis que les Américains construisaient des outils pour gagner une guerre. Et cette distinction entre excellence, artisanale et efficacité industrielle n'était pas seulement pertinente pour 1943. C'est une leçon qui résonne dans chaque défi d'ingénierie à grande échelle auquel l'humanité est confrontée. Lorsque vous construisez quelque chose pour être le meilleur absolu,
vous construisez souvent quelque chose qui ne peut être répliqué. Lorsque vous construisez quelque chose pour être assez bon à grande échelle, vous construisez quelque chose qui peut changer le monde. Le P-47 Thunderbolt a changé le monde, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était exactement ce qui était nécessaire, quand c'était nécessaire, en nombre suffisant pour faire toute la différence. Et ces ingénieurs allemands, avec tout leur génie technique, l'ont vu avec une clarté cristalline, et ont su qu'ils avaient été surpassés non pas en intelligence, mais en philosophie. Si cette histoire d'ingénierie, de stratégie et des rebondissements inattendus de l'histoire technologique vous a fasciné autant qu'elle nous a fascinés à la rechercher, laissez un like. Et si vous voulez explorer plus d'histoires où les décisions techniques ont façonné le destin des nations, il y a bien plus à venir, parce qu'au final, l'histoire ne concerne pas seulement qui construit la meilleure machine. Il s'agit de qui comprend quelle machine compte vraiment, et comment la construire lorsque le monde est en jeu.